Bonjour, bienvenue dans notre nouveau cours de la résistance des matériaux, donc 2, en cas de mètre et qui. Dans ce cours, nous allons voir les poutres. D'ailleurs, nous avons déjà commencé les notions sur les poutres dans notre dernière vidéo de la résistance des matériaux. Donc aujourd'hui, nous allons voir le type de poutre que nous pouvons étudier et les conséquences. Donc ici, nous avons une poutre, nous avons une poutre ici avec une charge nulle, d'accord? Ici, on n'a pas de charge. Alors, lorsque j'ai une poutre de charge nulle, quelles sont les conséquences? Donc, j'écris ça ici. Lorsque j'ai une poutre de charge nulle, ça veut dire que l'effort tranchant est égal à une constante. Donc, je vais écrire ici A, d'accord? Et le moment fléchissant est égal à une droite du premier degré. Ou encore, donc, nous avons ici AX plus tout simplement. Donc, le moment tranchant, le moment fléchissant autant pour moi est une droite du premier degré. Dans le deuxième cas, ici, nous avons une charge qui est égale à une constante. Donc, nous avons ici Q. Nous avons ici la charge Q. Donc, on a une charge ici, Q est égal à une constante. Donc, le moment tranchant, donc, ou encore, pardon, l'effort tranchant est égal à une droite du premier degré. Donc, nous avons ici AX plus B. D'accord. Et le moment, automatiquement, il devient une courbe. Donc, nous avons donc une parabole. Nous avons ici AX au carré plus BX plus C. D'accord. Ici, dans ce cas ici, le troisième cas, nous avons une charge et comme une droite du premier degré. Donc, nous avons ici Q égale à AX plus B. Donc, l'effort tranchant sera égal à quoi? À AX au carré plus BX plus C. Et automatiquement, le moment tranchant devient une droite du troisième degré. Donc, nous avons ici AX au cube plus BX carré plus CX plus D. D'accord? Donc, voilà les différents cas que nous pouvons avoir, que nous allons d'ailleurs traiter dans cette vidéo. Des poutres avec des charges nulles, des poutres avec des charges uniformes. Donc ça, on appelle ça là, on appelle ça des charges uniformément reparties. Donc ça sont des charges uniformes. Et ici, nous avons une charge rectangulaire, d'accord? Donc ce sont des cas que nous allons, Dieu merci, traiter dans cet exercice. Ce premier cas a déjà été traité dans notre dernière vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à traiter le deuxième cas et aussi le troisième cas. Même le deuxième cas a été traité récemment, mais aujourd'hui, on va partir en profondeur, on va déterminer l'effort tranchant, on va déterminer aussi le moment tranchant. Donc très vite, sans plus tarder, nous allons passer aux exercices. Donc voici la question qui nous est posée. Alors la question, on nous donne une poutre. Alors il faut faire une différence. Ici, nous ne sommes pas dans le cas d'une charge uniformément repartie. Si on était dans le cas d'une charge uniformément repartie, là on allait avoir ici des charges bien reparties comme ça tout au long de la poutre, d'accord? On allait avoir des charges bien reparties. Mais là, vous pouvez remarquer que ce n'est pas le cas. Donc on est dans le cas d'une charge d'une poutre avec une charge nulle. C'est-à-dire, nous sommes dans ce cas-là, c'est la même chose, d'accord? On n'a pas de charge ici, on va résoudre cet exercice et puis on va prendre d'autres exercices en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Donc, on note qu'on nous demande de déterminer le diagramme de quoi? Le diagramme de l'effort tranchant et aussi de déterminer aussi le diagramme du moment fléchissant. La première des choses qu'il faut faire, il faut commencer par représenter d'abord les réactions et représenter aussi les forces s'il y en a. D'accord. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une poutre qui est encastrée. Donc là, ici, là, c'est l'encastrement. D'accord. Nous avons une poutre qui est encastrée. Donc, au point où nous avons l'encastrement ici, nous aurons une réaction. Les réactions, je vais les mettre en rouge. Nous aurons ici une réaction BY. D'accord. On aura ici d'abord une réaction BY. On aura aussi une réaction BX. Et nous aurons un moment comme ça. Un moment qui sera créé comme ça et on va l'appeler par le moment MB. D'accord? Ensuite, il faut quand même montrer le moment de l'exercice, le sens de l'exercice, puisque nous avons des forces qui sont appliquées de cette manière-là. Ça veut dire que ces forces auront tendance de faire tourner notre poutre. Okay? Donc du coup, voici le moment créé par ces forces-là. Je ne mets pas le moment, mais je mets simplement le sens pour vous indiquer quel est le sens du moment créé par ces forces-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Il faut commencer par déterminer les réactions aux appuis. C'est-à-dire, on doit déterminer la réaction BY, BX et trouver aussi le moment aussi MB. Donc, pour déterminer ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord commencer par faire la somme de forces sur X. Donc, on va faire la somme de forces sur X est égale à 0. Ça veut dire quoi? J'aurai simplement BX est égal à 0 parce qu'en dehors de BX, je n'ai pas d'autre force. Alors, je vais faire aussi la somme des forces, où je peux commencer par la somme de moments au point, la somme de moments au point B est égale à 0. Ça veut dire quoi? J'ai déjà un moment. Alors, je vais représenter le sens du moment que moi je vais prendre.
le sens du moment de l'exercice, c'est ça. Donc voilà le sens que nous allons travailler avec pour le moment. Donc on aura quoi? On aura le moment moins MB, n'est-ce pas? On aura moins MB. Et nous avons aussi le moment créé par cette force-là, d'accord? Il est positif, donc nous aurons ici plus 400 fois combien? Fois le bras de levier qui est cette distance-là, qui est 0,5. Donc on a 0,5. On a aussi plus 400 encore. Ok, les 400 qui sont ici, fois le bras de levier. Donc je fais fois la distance de là jusque là, ça fait combien? Ça fait 1. Donc je dis fois 1 est égal à 0. Alors ça me permet déjà de déterminer le moment qui est au point B. Alors on va regarder, est-ce que j'ai une autre force? Non, je n'ai pas d'autre force, donc ça va. Donc du coup, à travers cette formule, on peut déterminer le moment au point B, ce qui implique le moment au point B. Lorsqu'on calcule le moment au point B, alors on va se retrouver avec 600 Nm. Donc on se retrouve avec 600 Newton fois mètre, d'accord? Une fois on a trouvé le moment au point B, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut faire la somme des forces sur Y. Donc on va dire la somme de forces sur Y est égale à 0. Alors sur l'axe Y, on a combien de forces? Nous avons les deux forces là qui vont nous faire déjà 800 comme étant vers le bas, donc ça va faire moins 800. Donc ce qui implique, on aura déjà ici moins 800, d'accord? Pour qu'il y ait l'équilibre, donc moins 800, donc on va dire moins 800 plus BY, d'accord? Plus BY, donc ça veut dire que la réaction BY est égale à 800 Newton, d'accord? Nous avons trouvé les réactions et nous avons aussi trouvé aussi le moment qui est créé au point B. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On nous demande de déterminer, nous la question est donc de déterminer, comment on appelle ça? Attends, 800 Newton ici. Donc la question est de déterminer le diagramme de l'effort tranchant et du moment fléchissant. Pour déterminer le diagramme de l'effort tranchant, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut d'abord commencer par déterminer d'abord l'effort tranchant lui-même et ensuite trouver son diagramme. Parce que si on n'a pas l'effort tranchant lui-même, on ne pourra pas trouver le diagramme de l'effort tranchant. Donc on va commencer par l'effort tranchant. En tout cas, on va calculer les deux en même temps. Alors qu'est-ce qu'on fait pour déterminer un moment fléchissant ou encore l'effort tranchant? J'avais expliqué ça dans le précédent cours. Il faut faire une coupe. Donc on va venir ici. Je vais couper d'abord, je vais couper entre D et C. D'accord, plutôt entre D et A. Lorsqu'on coupe entre D et A, qu'est-ce que nous aurons? Alors, nous aurons un truc de ce genre-là. Nous avons ici le sens de notre exercice que j'avais précisé depuis le début. OK. Alors, cette distance que nous avons coupée, on ne connaît pas cette distance-là, c'est X. Alors, ici, nous avons le point O où on a coupé. Je vais travailler avec la partie gauche. Ici, nous avons l'effort tranchant. Et ici, nous avons le moment fléchissant qui a été créé. Donc, si je fais la somme des forces, si je fais la somme de force sur Y, je me rends compte est égal à 0. Ça veut dire que T sur égal à 0, il n'y a pas de moment, donc on va dire 0 Newton. Si je fais aussi la somme de moments au point O est égal à 0, ce qui implique que j'ai quoi comme moment? Alors j'ai que MF, j'ai pas d'autre force, donc du coup je vais dire que MF est égal à 0 Newton mètre, d'accord? Alors là, on a pris quoi? On a pris dans l'intervalle de quoi? On a pris dans l'intervalle de 0 inférieur à x inférieur à 0,5, c'est-à-dire nous avons coupé entre 0 et 0,5 parce que le point 0 se trouve là et c'est ici là nous avons 0,5, d'accord? Alors maintenant on va prendre, ou encore je peux dire ceci entre, mieux encore je peux dire entre D et A, d'accord? Entre D et A, et moi j'écris simplement D, entre D et A. Maintenant qu'on a fait ça, nous allons maintenant couper ici, on va couper ici, donc ça c'est la première coupe, je note ça par 1, je vais noter ça ici par 1, et ici, on va faire ici une deuxième coupe que je vais noter par 2 ici. On va couper pour la deuxième fois, c'est-à-dire entre A et C. Dans chaque intervalle, on doit déterminer le moment tranchant et l'effort fléchissant. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, je vais couper ici. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Alors, j'aurai un truc de ce genre-là. Alors, ici, j'ai le point D. Et là où je coupe ici, voilà, j'ai donc mon moment que je vais prendre en bas comme ça, j'ai T. D'accord? Alors, ici, quelque part ici, nous avons le point A. Et au point A, nous avons une force, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre le point A quelque part ici en bas. Et nous avons une force ici qui est égale à combien? Qui est égale à 400 Newton. Une force qui est égale à 400 Newton. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je connais la distance entre D et A est égale à combien? Est égale à 0,5 entre D et A. Alors, toute cette distance, je vais l'appeler par X parce que je ne connais pas cette distance. Si toute cette distance est égale à X, ça veut dire que la distance de là jusque là est égale à X moins 0,5. Donc, on écrit ça. Ici, on aura X moins 0,5 tout simplement. Alors, ici, nous avons le point O. Là, on a coupé, on va créer un moment. Donc, je vais appeler par MF2. D'accord. Alors, on va faire la somme de force sur Y pour déterminer, puisque l'objectif est de déterminer l'effort tranchant qui est T. Donc, on va faire la somme des forces sur Y est égale à 0, ce qui implique quoi? On aura T, on a dit que T tend vers le bas, n'est-ce pas? Bon, ici, dans cette circonstance-là, si on prend T vers le bas, justement, on aura un moment qui sera négatif. Donc, je vais mettre T
vers le haut. Je vais dire que t tend vers le haut. Donc, je vais faire ceci. Alors, là, je vais dire que t tend vers le haut, juste pour éviter d'avoir un moment, plutôt une force, un effort tranchant négatif. S'il n'y a pas de problème, l'effort tranchant peut être négatif aussi. Le tout dépend du sens que vous avez choisi. Donc, comme sur la force statique, le sens est pris au hasard. Maintenant, moi, c'est par préférence. J'ai voulu prendre ça. J'ai voulu faire ma projection de telle sorte que j'ai un effort tranchant positif. Donc, la somme de force sur Y est égale à 0. Ce qui implique, j'ai quelle force sur Y? Alors, j'ai T qui tend vers le haut. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai moins 400. Les moins 400 qui sont ici, d'accord? J'ai moins 400 est égal à 0. Donc, ça veut dire que T sur égal à quoi? T sur égal à 400 newtons. Ça, c'est l'effort tranchant lorsque lorsque je coupe entre quoi? Entre A et C, d'accord? Lorsque je coupe entre A et C. Alors, par la suite, on va déterminer aussi le moment tranchant, le moment fléchissant autant pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? On va simplement faire la somme de moments. On va dire la somme de moments. Ici, on a le point O. Au point O est égal à 0, ce qui implique qu'on a déjà MF2 qui est déjà créé ce moment-là, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons ici plus 400 fois quoi? Plus 400 fois, donc je mets ici plus 400 fois cette distance-là. Le bras de levier, c'est combien? Le bras de levier est de x moins, voilà, on a x moins 0,5, n'est-ce pas cela? Est-ce que nous avons une autre force? Non, on n'a pas d'autre force, donc on s'arrête là pour le moment. Donc du coup, on va dire MF2 sur égal à quoi? Sur égal à moins 400 parenthèse de x moins 0,5. Ça, c'est le moment que nous avons obtenu pour entre A et C. Donc, vous remarquez que qu'est-ce qu'on avait dit? Lorsque nous avons une charge comme ça, on a une poutre comme ça avec une charge Q est égale à 0. On avait dit que T est égal à quoi? Est égal à A est une constante. Et justement, ici, T, nous avons trouvé quoi? On a trouvé A. On a trouvé 400, 400 est une constante. Et on avait dit aussi que le moment est égal à quoi? Le moment est égal à une droite. Donc, AX plus B, c'est ce que nous avons dit. Alors là également, on a trouvé que le moment est égal à une droite du premier degré, AX plus B. Alors, une fois qu'on a fait ça, nous savons, je rappelle que ici, nous sommes dans l'intervalle de quoi? Nous sommes dans l'intervalle, alors je rappelle l'intervalle ici entre 0,5 inférieur à x inférieur à 1. Alors, on va remplacer. On va dire si x est égal à 0,5, qu'est-ce que le moment MF2 va nous donner? Alors, MF2, ici, on va remplacer x par 0,5. Ça veut dire que MF2 sur égal à quoi? Sur égal à 0. Si notre x est égal à 1, donc, MF2 sur égal à quoi? Là où nous avons X, on va simplement remplacer par 1 et MF2, on va trouver moins 200. Donc, MF2, on va trouver moins 200 Nm, d'accord? Alors, on a coupé entre quoi? On a coupé entre A et C. Cette fois-ci, on va faire une dernière coupe. On va couper ici entre C et B. C'est-à-dire, on coupe entre 1 inférieur à X inférieur à 1,5. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va prendre la troisième coupe. Je recopie ça très vite. Donc voilà, lorsque nous coupons entre B et C, lorsqu'on coupe entre B et C, qu'est-ce que nous obtenons? Voilà ce que nous obtenons. Nous avons coupé entre B et C, donc on coupe ici, on coupe ici. Maintenant, on a le choix. Si nous voulons, on peut travailler avec ce côté-là aussi, c'est possible. Ou bien, si nous voulons également, on peut aussi travailler avec ce côté-là, c'est possible. Les deux cas sont possibles, mais le plus simple, c'est travailler avec le côté. Donc, quand on coupe là, le plus simple, c'est de travailler avec ce côté où nous avons le plus, où nous avons moins d'inconnus, d'accord? Mais dans notre cas, moi dans mon cas ici, j'ai pris la partie qui est un peu plus compliquée pour voir un peu comment on peut faire la projection des forces, d'accord? Alors, lorsque je coupe là, cette partie, je vais prendre cette partie pour travailler avec cette partie. Finalement, qu'est-ce que j'aurai? Alors, j'aurai la force de, on a coupé ici, donc j'aurai la force, les deux 400 newtons seront inclus, et puis les distances qui sont ici, donc c'est un peu ce que j'ai représenté, d'accord? Donc, je descends juste. Alors, quand je coupe ici, la distance de là jusque là où j'ai coupé, je ne connais pas la distance là parce qu'on coupe au hasard. C'est pourquoi cette distance, on l'appelle par X. D'accord? On coupe, donc il faut mettre dans l'esprit que nous coupons notre système au hasard. La distance, on ne connaît pas la distance. C'est pourquoi il faut mettre X simplement. D'accord? Donc je viens, alors j'ai mis ici X. Si toute cette distance-là est égale à X, alors que nous donne la distance d'ici? Alors, très simple. La distance d'ici est simplement égale à quoi? Est simplement égale à x moins 1. Pourquoi x moins 1? Parce qu'ici, on a 0,1. 0,1, ça nous fait 1. C'est-à-dire, de là jusqu'ici, ça fait 1. D'accord? Donc, quand je fais x, donc quand je fais cette distance-là, x moins 1, ce que j'ai tracé ici, il va me rester quoi? Il va me rester ça.
D'accord? Donc ces distances-là, sans plus tarder, on va écrire que est égal à x moins 1, tout simplement, sans pourtant souffrir. Donc ici, on va dire on a x moins 1, cette distance. Alors, donc on va faire la somme des forces sur y et aussi la somme de forces, la somme des moments aussi pour voir qu'est-ce que nous allons obtenir, bien évidemment. Donc c'est parti. La somme, excusez-moi. Donc voilà, donc la somme de forces, je vais commencer par la somme des forces. La somme de forces sur y, la somme de forces sur y est égale à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Ah là là. Donc, ça veut dire que pour que le système soit équilibré, T qui tend vers le haut, et on aura ici moins 400 plus 400, ça fait combien? 800. Donc on a moins 800 est égal à 0. Ça veut dire que T est égal à 800 newtons. On peut faire aussi la somme de moments au point O est égal à 0. Donc on a déjà quoi? On a déjà MF3, n'est-ce pas? On a MF3, et puis nous avons un moment avec cette force-là aussi. Donc on aura ici plus 400, parenthèse, le bras de levé c'est quoi? C'est x moins 1. Donc on aura ici x moins 1. Et on aura quoi? Plus encore, on aura 400. Ok, parenthèse de quoi? On a parenthèse cette distance-là. Donc la distance de là jusque là. N'est-ce pas cela? Alors cette distance, ça va nous faire combien? Nous savons que ici c'est x moins 1. Donc pour venir, c'est x moins 1 plus 0,5. Donc ça va nous faire en fait x moins 0,5. Ça va nous faire x moins 0,5. Donc je mets ici x moins 0,5 est égal à quoi? Est égal à 0. Donc du coup, on peut tirer MF3, donc ce qui implique MF3 sur égal à quoi? Quand ils vont partir là-bas, on aura moins 400, moins 400. Donc je vais mettre moins 400 ici entre eux. Je vais mettre entre moins 400 en parenthèse, puis je vais factoriser moins 400. Et puis, dans la parenthèse, on aura quoi? On aura x moins 1, ok, x moins 1 plus x moins 0,5. Donc, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 2x. Donc là, c'est le x là, avec le x là, ça fait 2x. Et nous aurons quoi d'autre? Nous aurons moins 1, moins 0,5. N'est-ce pas cela? Moins 1, moins 0,5, ça va nous faire moins 1,5. Moins 1,5. Donc ça, c'est le moment 3. Alors, on va remplacer. Nous savons que nous sommes dans quel intervalle? N'oubliez pas les intervalles. Nous sommes dans l'intervalle de quoi? On a l'intervalle de... on a l'intervalle de 0, plutôt de 1 inférieur, on avait dit ça où? Nous sommes dans l'intervalle de 1 inférieur à x inférieur à 1,5. Donc on a 1 inférieur à x inférieur à 1,5. Alors on va supposer des valeurs. On va dire, pas supposer, on va remplacer des valeurs. Si x est égal à 1, on va remplacer là où nous avons x ici par 1, et on verra bien qu'est-ce qu'on va obtenir. On verra bien ce que nous allons obtenir pour le moment MF3. Donc si x égale à 1, alors le moment MF3, nous obtenons MF3, on obtient combien? On obtient moins 200. Moins 200 Newton mètres. Si je remplace x par 1,5, je remplace x par 1,5, alors j'obtiens ici le moment. Donc lorsque x égale à 1,5, j'obtiens quoi? J'obtiens moins 600 Newton mètres pour le moment MF3. Alors, nous, l'objectif était donc de représenter, de faire le diagramme du moment. Alors, comment on va faire le diagramme du moment? Très simple. Je vais tracer, je commence par, c'est-à-dire, on avait besoin de faire le diagramme du moment. Le diagramme du moment et de l'effort tranchant. Donc, le moment fléchissant, on peut revoir ça. Oui, diagramme de l'effort tranchant, T, ça est là. Diagramme de l'effort tranchant T et du moment fléchissant. Donc, on va tracer le diagramme de l'effort tranchant. Comment on va tracer le diagramme de l'effort tranchant? Je vais faire un petit repère comme ça. Ok, je trace mon petit repère comme ça. Là, je vais commencer par le diagramme de l'effort. Donc, je vais quand même écrire ici effort tranchant. En turc, c'est kesme kuvvet, d'accord? Le diagramme de l'effort ou encore kesme kuvvet. Kesme kuvvet diagramme. Kesme kuvvet diagramme, d'accord? Donc, je fais ceci, d'accord? Alors, quelles sont les valeurs de x? Les valeurs de x, on avait quoi et quoi? Ah là là. Donc, les valeurs de x, on avait un instant. Les valeurs de x, on avait ici, on commençait par 0. Ensuite, on avait encore 0,5. Ensuite, on avait encore 0,5. N'est-ce pas cela? Ensuite, on avait encore 0,5. En fait, c'est comme ça que ça a été donné dans l'exercice. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Et ici, ça veut dire que là, j'ai 0,5. Cette distance-là, ça vaut 0,5. Ça veut dire là, au lieu d'écrire 0,5, automatiquement, je vais écrire quoi? Je vais écrire 1. Donc là, je vais écrire ici 1.
Ok, cette distance-là aussi, ça vaut 0,5. Donc, je ne vais plus écrire 0,5, je vais automatiquement écrire 1,5. Donc ici, j'obtiens, ici, je vais obtenir 1,5. Voilà comment on travaille. Alors, je vais maintenant vérifier quelles sont les valeurs que j'ai obtenues pour l'effort tranchant. Voici les valeurs que j'ai obtenues pour l'effort tranchant. Pour la première coupe, on avait obtenu que l'effort tranchant est égal à quoi? L'effort tranchant est égal à 0 newton, ça et là. On a obtenu 0 newton à partir de quoi? Nous avons obtenu 0 newton dans l'intervalle de 0 à 1,5. Ça veut dire que dans l'intervalle de 0 à 1,5, il n'y a pas d'effort tranchant. L'effort tranchant est égal à 0. Donc très vite, je peux revenir ici. Dans l'intervalle de 1,5, plutôt on a dit dans l'intervalle de 0, ça est là. On a dit dans l'intervalle de 0 à 1, dans l'intervalle de 0 à 0,5, l'effort tranchant est égal à 0. Donc je repars directement dans le schéma et je vais écrire ça. On a dit que dans l'intervalle de 0 à 0,5, l'effort tranchant est égal à 0, n'est-ce pas? Alors, je viens voir encore une autre valeur que j'ai trouvée pour l'effort tranchant. Je passe dans le prochain intervalle. Le prochain intervalle, c'est l'intervalle de quoi? C'est l'intervalle de... Où est-ce qu'on a écrit ça? Voilà, on a écrit l'intervalle ici de 0,5 à 1. De 0,5 à 1, j'ai trouvé combien pour l'effort tranchant? Pour l'effort tranchant, j'avais déterminé, j'avais trouvé combien? J'avais trouvé 400. J'avais trouvé ici 400. Donc, entre 0,5 et 1, entre 0,5 et 1, l'effort tranchant est égal à 400. Donc, je viens tracer une valeur ici de 400 ici pour l'effort tranchant. Donc, ici, nous avons une valeur de 400 quelque part ici. 400 pour l'effort tranchant. Et les 400 là sont entre quel intervalle? Les 400 sont entre 0 et plutôt sont entre 0,5 et 1. C'est ce que nous avons dit. Donc, de là, je vais tracer une droite qui sera constante comme ça. Cette droite, hein, sur cet alignement-là, quoi. D'accord? Je trace une droite qui sera constante dans l'intervalle concerné. C'est l'intervalle de 0,5 à 1. Voilà pourquoi je trace cet intervalle. Alors, je peux faire ceci. Je fais ça. Je fais ça. D'accord? J'ai tracé mon effort tranchant dans cet intervalle. Je vais prendre le prochain intervalle. Le prochain intervalle, c'est quel intervalle? C'est cet intervalle-là. Je pense que nous avons écrit ça. C'est cet intervalle-là. C'est l'intervalle ici. Et cet intervalle-là, c'est le dernier intervalle d'ailleurs que nous avions écrit. Ça est là. C'est de 1 à 1,5. De 1 à 1,5, l'effort tranchant, nous avons trouvé combien? Nous avons trouvé 800. Donc je viens de 1 à 1,5. L'effort tranchant, nous avons trouvé 800. Donc je vais remonter. Donc de 1 à 1,5, l'effort tranchant, nous avons trouvé 800. C'est d'ailleurs la dernière valeur de l'effort tranchant. Donc je vais mettre 800 quelque part ici. Et c'est dans quel intervalle? C'est un intervalle de 1, comme ça là, à 1,5. Je trace mon effort tranchant. D'accord? Donc voici le diagramme de l'effort tranchant qu'il fallait tracer. On va tracer maintenant le diagramme du moment fléchissant. Alors, on sait que notre effort tranchant est égal à une constante. Puisque notre effort tranchant, enfin la charge, on a dit que la charge est égale à 0 dans notre cas ici, la charge est nulle et que, puisque la charge est nulle, donc je disais puisque la charge est égale à 0 et on a vu que notre effort tranchant est égal à une constante. Vous voyez, c'est pourquoi elle est toute constante ici, elle ne change pas. Là aussi, elle est toute constante. Et on a vu que le moment est égal à quoi? Est égal à AX plus B. En fait, notre moment sera une droite, n'est-ce pas? Ça va être une droite. Donc ça peut être comme ça peut varier, mais ça sera une droite en tout cas, ça ne sera pas une parabole. On va tracer maintenant le diagramme du moment pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc très vite, je vais tracer le repère. Alors une fois que je fais ça, voilà, j'ai tracé mon repère. Bon, certains vont se demander, mais pourquoi pour le diagramme de l'effort tranchant, notre l'axe des ordonnées est dirigé vers le haut, et pour le moment, notre axe est dirigé vers le bas. Tout simplement parce que lorsque je regarde les valeurs que nous avons trouvées pour le moment, toutes les valeurs sont négatives. Pour le moment, on a trouvé quoi? Quelles sont les premières valeurs qu'on a trouvées pour le moment? Je vais changer un peu de couleur pour différencier. Les premières valeurs, on a trouvé pour le moment MF1. MF1, on avait trouvé combien? MF1 ici, on avait trouvé 0, n'est-ce pas? MF1, on avait trouvé 0. Donc, du coup, je note ici, nous avons ici 0. Là, ce sont les valeurs du moment. Ensuite, qu'est-ce que nous avons trouvé? MF2. Pour le deuxième système ici, MF2, on avait trouvé combien? On avait trouvé ici moins 200. Donc, je vais écrire ici moins 200. Donc, j'écris là moins 200. MF3. Alors, je peux peut-être descendre encore un tout petit peu, hein. Donc, ici, on a moins 200. MF3. MF3, c'est ici, nous avons trouvé combien? Moins 600. Donc, c'est pourquoi j'ai pris simplement l'axe, la partie négative de Y, quoi, parce que toutes les valeurs sont négatives. Il n'y a pas de logique, non, pour Y, ça doit être renversé, non, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, ici, on va dire ici, moins 600. Hein? Donc, ici, il faut dire, nous avons ici l'axe du moment. Moment en Newton fois mètre. Donc, ici, je vais appeler ça, donc, finissons d'abord avec ça. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que pour MF1,
pour MF1, le moment, on a carrément trouvé 0 ici. Le moment, nous avons carrément trouvé 0, donc il n'y a rien. Donc je vais remonter ici, je vais carrément mettre un point ici. Là, nous sommes au point 0, il n'y a rien. Le moment est égal à 0. Alors je vais remonter pour le deuxième système. Là, on a coupé pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, le moment, on avait trouvé combien de valeurs? La deuxième fois, on a dit ceci. Lorsque x est égal à 0,5, le moment, on a trouvé combien? 0. Lorsque x est égal à 0,5, le moment, nous avons trouvé 0. Donc, je viens ici, je vais remonter. Lorsque x est égal à 0,5, donc je suis ici. Lorsque x ici est égal à 0,5, le moment est toujours égal à 0. D'accord? Ensuite, je vais remonter. Je vais prendre la prochaine valeur. Lorsque x est égal à 1, ça est ici. Nous sommes ici. Lorsque x est égal à 1, le moment, nous avons trouvé combien? On a trouvé moins 200. Lorsque x est égal à 1, le moment, nous avons trouvé moins 200. Donc, je descends. Lorsque x est égal à 1, x égale à 1, nous sommes ici, ok. Et le moment, nous avons trouvé moins 200. Donc, voici ici l'intersection. Donc, l'intersection de ces deux points. Donc, nous sommes ici. Voici notre intersection. Et nous avons, on va descendre pour voir le troisième truc. Pour le moment, lorsque x égale, voilà, lorsque x égale à 1, le moment, lorsque x égale à 1, MF3 est égal à combien? Toujours moins 200. Donc, x égale à 1, nous sommes toujours ici. MF3 est toujours égal à moins 200. Donc, nous avons le même point qu'ici. D'accord. Ensuite, nous avons, lorsque x égale à combien? Lorsque x égale à 1,5, nous sommes ici. Le moment est égal à combien? À moins 600. Donc, je vais écrire x égale à 1,5. Lorsque x égale à 1,5, le moment, nous avons trouvé moins 600. Donc, je vais chercher cette intersection-là, quelque part ici. Ok, voici l'intersection quelque part là. Alors, on avait dit que nous avons une droite. Donc, du coup, je vais faire quoi? Je vais lier, je vais joindre plutôt ces points-là, tout simplement. Donc, voici la droite, plutôt le diagramme du moment, qui est une droite. Bien évidemment, c'est ce que nous avons dit. Donc, ici, nous avons ici, je vais bien écrire ici le moment. Et nous avons ici l'effort, ok? Nous avons ici, c'est mieux de mettre l'effort en rouge. Donc, voici, nous avons le moment ici. Et là, nous avons l'effort, le diagramme du moment et ainsi que le diagramme de l'effort. Donc, voici pour le premier exercice. Nous allons passer faire d'autres exercices. Alors, donc voici le deuxième exercice. On nous donne une poutre de cette manière-là. Alors, la question est de trouver T et M. Alors, T c'est quoi? T c'est l'effort tranchant et M c'est le moment fléchissant. Donc, en turc, T neydi? T kesme kuvvet ve M neydi? Moment yani. İkinci sorumuz bu şekilde. Biz bu kirişteki kesme kuvvet bir de moment hesaplayacağız, tamam. Normalde kesme kuvvet ve moment hesapladıktan sonra diyagram yapacağını çizeceğiz ama diyagram zaten çizmesi kolay ya. Biz biz kesme kuvvet ve de moment bulursak yeter bize. Ama normalde soru bizde diyagramı da istiyor ama biz yani kesme kuvvet bir de yani moment yeter zaten, tamam. Nous, on va simplement déterminer ici la force, on va simplement déterminer l'effort tranchant et le moment. Dans cet exercice, vous remarquez que nous avons déjà la présence des réactions. On nous a donné les réactions ici, on a les réactions ici, donc on n'a pas besoin de calculer les réactions. Si on n'avait pas les réactions, alors il faut obligatoirement calculer les réactions. Mais puisque les réactions sont déjà données, ça ne sert pas de se donner encore tout ce travail-là à chercher les réactions. Ça n'a pas d'importance. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme je l'ai expliqué tantôt? On va étudier intervalle par intervalle. La première des choses qu'on va faire, nous allons d'abord couper notre premier intervalle entre A et B. On va couper. Alors ici, je vais noter ça par 1. On va couper ici et nous allons étudier d'abord cette partie. Une fois on a fini d'étudier la partie là, nous allons ensuite étudier l'autre partie. Voilà comment nous allons travailler dans cet exercice. Quand je coupe, voilà ce que je vais obtenir. Donc je vais écrire ici première coupe. Donc, la première coupe, c'est entre A et B et entre 0 inférieur à x et inférieur à 2. Donc, ici, là. Donc, souvenez-vous que ici, nous avons 0, l'origine du repère. Et là, ici, nous avons 2 parce que toute la distance là fait 2. Donc, on a 0 ici et nous avons 2 ici. Donc, nous sommes entre 0 et 2. Donc, je vais représenter le schéma qu'on va obtenir après la coupe. Donc, lorsque nous coupons notre figure, quand on coupe entre A et B, voilà ce que nous obtenons. Pourquoi j'ai mis ici en noir? Parce que, en fait, c'est pour montrer que cette partie-là, c'est là où nous avons coupé quelque part ici, d'accord? Ensuite, ici, pourquoi je mets en rouge? J'ai mis X kilonewton divisé par mètre. Attention, il faut faire très attention ici. Ah là, c'est une erreur. Ici, là, c'est 2,6. Je vais rectifier. Alors, pourquoi j'ai mis ici X égale à... Ici, j'ai mis X kilonewton divisé par mètre, mais parce que la charge, là, n'est plus la même charge qu'ici, n'est-ce pas? Parce que nous avons coupé notre figure
alors ce n'est plus la même charge triangulaire. En fait, il faut déterminer cette charge-là. Comment on va faire pour déterminer cette charge? Lorsque nous coupons notre système, la distance qui se crée, c'est-à-dire la distance de là, je parle de cette distance ici, nous ne la connaissons pas. Parce que je vous ai expliqué qu'on coupe par hasard, au hasard, autant pour moi. Donc ici, nous avons une distance x. Alors, cette hauteur, on ne connaît pas cette hauteur-là. Si vous voulez, vous permettez, je vais écrire ici cette hauteur. La nouvelle hauteur, nous ne la connaissons pas. OK? L'ancienne hauteur, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avions ici. OK? Mais par contre, la nouvelle hauteur, on ne connaît pas la nouvelle hauteur. Donc, il faut déterminer cette hauteur. Alors, comment déterminer cette hauteur? Mais c'est par le théorème du triangle que nous pouvons déterminer cette hauteur. Alors, par le théorème du triangle, comment? Voilà ce qu'on va faire. Je sais que ici j'ai deux triangles qui se ressemblent là. J'ai deux triangles. Le petit triangle, le gros triangle, c'est là. Ici c'est le plus petit triangle temps pour moi, d'accord? Et le plus gros triangle, c'est celui qui est ici. N'est-ce pas celui-là? Ça là. Donc je fais quoi? Je vais faire l'ancienne hauteur qui est ceci, donc qui est 3. Donc on va faire, je vais écrire ça où? Je vais écrire ça ici. On va faire 3 divisé par combien? Par l'ancienne base qui est égale à combien? La plus grande base qui est égale à 2 serait égale à la nouvelle hauteur qui est cette hauteur-là que je ne connais pas. Donc je vais dire ici x divisé par quoi? Divisé par, ici j'ai noté ça aussi par x. Bon, je vais noter ici par q au lieu de x, d'accord? Ok, donc je note ça par q comme étant comme une charge. Donc du coup, qu'est-ce que nous avons fait? Je vais réitérer, on a fait l'ancienne hauteur divisée par l'ancienne base qui serait à la nouvelle hauteur, donc qui est égale à quoi? Qui est égale à Q, hein, qui est égale à Q divisé par la nouvelle base, donc qui est X. Donc du coup, directement, je peux dire que Q serait égal à quoi? Q serait égal à 3x, donc Q serait égal donc, du coup, Q serait égal à 3 divisé par 2 fois X. OK, donc 3 divisé par 2, ça fait 1,5, n'est-ce pas cela? Donc, Q, la nouvelle charge qui est ici, ça serait égal à 1,5 X. Alors, nous avons déterminé cette nouvelle charge. Donc, je peux venir écrire ici, Q ici est égal, bon, ça ne sert pas. Q est égal à 1,5 X. Donc, tous ces détails-là, tout ça là, ça me permet simplement de déterminer la nouvelle charge. Quand j'ai déterminé la nouvelle charge, je vais maintenant travailler. Parce que là, il fallait d'abord déterminer la nouvelle charge obligatoirement. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant travailler. On ne travaille pas avec une charge rectangulaire comme ça, impossible, comme nous l'avions fait avec des charges uniformes. Dans notre dernière vidéo de Mukademekiki, de la résistance des matériaux 2, ici, on ne travaille pas avec des charges uniformes ou encore des charges uniformes. Dediğim gibi bizim son yaptığımız videodaki biz buradaki uniform bir şekilde yani uniform bir yük ile çalışmıyoruz ya da yani üçgen bir yük ile çalışmıyoruz. Biz eğer uniform yük varsa ya da yani üçgen yük varsa biz normalde tekil bir yük çevremiz lazım. Yani buradaki de aynı şey yapacağız. Bizde üçgen bir yük var ya bizde. Çünkü bu şekilde biz üçgen diyoruz. Ama bu şekilde çalışmamız mümkün değil. O zaman biz tekil yük oluşturacağız değil mi? Donc ici, nous, on va créer une charge ponctuelle. Alors, comment on va créer une charge ponctuelle? Donc, je vais effacer les détails là. J'espère que vous avez compris comment j'ai fait pour déterminer. 1,5x pour la nouvelle charge après la coupe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qui va se passer. Donc, on va faire ceci. Donc, ce schéma, il va me donner ceci. Donc, je fais ça. Je vais reproduire mes appuis. Donc, bien évidemment, ici, j'ai 2,6 kN. J'écris simplement 2,6. Bon, écrivons kN. D'accord? Alors, cette charge-là, je dois la repartir. Elle doit être, pas repartir, elle doit être ponctuelle. D'accord? Comme ça, c'est une charge rectangulaire. Mais on ne travaille pas avec des charges rectangulaires. Il faut donc la rendre une charge ponctuelle, en charge ponctuelle. Alors, je connais cette distance. Cette distance, on a dit qu'elle est égale à x. D'accord? Alors, cette charge, elle sera ponctuelle. Et la charge ponctuelle, elle sera située ici. Je pense que c'est trop court, hein? C'est trop court en instant. Je vais l'élargir un tout petit peu. Comme ça. Et là, je note que c'est x. D'accord? Je vais juste l'élargir un tout petit peu. On a x ici. Et la charge ponctuelle, elle sera quelque part ici. OK? Et c'est notre nouvelle charge. Comment on fait pour déterminer la charge ponctuelle? Alors, pour trouver la charge ponctuelle, c'est simple. Je vais faire la charge ponctuelle, c'est comme si on calculait l'aire d'un rectangle. Alors, comment on fait pour trouver, plutôt d'un triangle? Comment on fait pour trouver l'aire d'un triangle? Eh bien, on dit que l'aire d'un triangle est égale à 1 demi de la base fois là,
hauteur. C'est la même chose. Donc ici, je vais calculer l'aire de ce triangle-là, le triangle ici, et je vais dire quoi? Ça sera égal à 1 demi. Donc je vais mettre ça d'abord ici au brouillon. Je vais dire j'aurai 1 demi de la base. La base, c'est quoi? C'est x. Donc 1 demi de x fois la hauteur. La hauteur, c'est quoi? C'est tout ceci. 1,5x, ok? Donc j'aurai 1,5x. Donc du coup, ça va me faire 1,5 divisé par 2 fois x au carré. Ça, c'est la charge que moi, je transforme en charge ponctuelle. En fait, c'est ça ma charge ponctuelle. D'accord? Donc du coup, j'aurai 1,5x carré. Donc ici, je vais écrire... Mais attends, c'est pas trop propre, hein? C'est pas grave. Excusez, c'est pas assez propre. Donc du coup, ici, ça va me faire 1, donc j'écris ici 1,5x au carré, le tout divisé par 2. Bon, 1,5 divisé par 2, si l'on calcule, attendez un instant, je vais simplifier les calculs, tant mieux calculer déjà ça, au lieu de travailler avec les gros nombres. Donc je fais 1,5 divisé par 2, ça me fait 0,75. Donc je vais écrire simplement 0,75x au carré. J'ai expliqué d'où ça vient. Ok, donc... Donc, on obtient 0,75x carré kilonewton. Donc, vous remarquez ici, on avait une charge, kilonewton divisé par mètre. Et là, ça devient une force qui est en kilonewton. D'accord? Lorsqu'on rend ça, une fois qu'on rend cette force-là, cette charge-là ponctuelle, on n'écrit plus kilonewton sur mètre. On écrit kilonewton parce que ça devient une force et n'est plus une charge. Excusez. Alors, on sait que dans un triangle comme ça, voici, je dessine ici un triangle. Le centre de gravité du triangle se trouve quelque part là. Les mathématiciens, ils comprennent bien, vous comprenez mieux. Voilà, le centre de gravité, c'est un triangle rectangle. Le centre de gravité se trouve ici. Alors là, ici, nous avons la hauteur h, n'est-ce pas cela? On a h. Et ici, nous avons la base. Alors, cette distance-là, ici, nous avons quoi? Nous avons h sur 3. Et là, nous avons ici 2h. Nous avons ici 2h sur 3. Là aussi, la même chose. Nous avons ici la base sur 3. Et la distance ici, nous avons 2 fois la base sur 3. C'est pareil. D'accord? Donc là aussi, nous allons appliquer la même règle. Parce que nous avons calculé l'air. On a une charge rectangulaire. Donc cette charge-là aussi, on doit travailler avec elle comme si c'était, pas comme si c'était un triangle, mais c'est un triangle. D'accord? Donc du coup, la distance ici, la distance, nous ici, la base de notre triangle, c'est quoi? C'est quoi? Notre base, c'est quoi? Notre base, c'est x, n'est-ce pas? Donc du coup, là, on aura ici x sur 3. D'accord. Et là, nous aurons 2x sur 3. Puisque nous avons coupé, on a fait une coupe, attention, j'ai même oublié, il faut obligatoirement représenter, présenter, présenter le moment, d'accord? Il faut présenter le moment obligatoirement. Donc là où nous avons coupé ici, alors je vais mettre ça en noir pour plus de compréhension. Alors on avait coupé quelque part là ici, n'est-ce pas? Donc là on aura le point O. Et ici j'aurai la force de cisaillement, donc j'aurai ici ma force de cisaillement T, et là j'aurai le moment fléchissant. D'accord? Et j'ai le moment fléchissant MF. D'accord. Maintenant, puisque nous, la question est de déterminer les moments fléchissants ainsi que les forces de cisaillement, nous sommes avec le premier cas ici, pour la première coupe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des forces sur x égale à 0 et la somme des forces aussi sur y égale à 0, ainsi que la somme, lorsque on coupe, attention, j'ai oublié, lorsque nous coupons, nous avons ici n, ici, il est nécessaire de mettre nx, la force sur la normale. Donc, je mets nx. Pourquoi? Parce que dans la suite de l'exercice, vous allez voir que le nx là, il va apparaître parce que nous avons une force sur l'axe x. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer par faire la somme de force sur x. Quand je fais la somme de force sur x est égale à 0, ceci implique que sur x, j'ai quelle force? J'ai simplement nx. Donc, ce qui implique n... Excusez. Donc, ce qui implique nx est égal à 0. D'accord. Je vais faire aussi la somme de force sur y. Si je fais la somme de force sur y est égal à 0, ce qui implique, sur y, j'ai quoi? J'ai 2,6, ça tend vers le haut, donc je vais écrire ça ici. Donc j'ai 2,6, cette force-là qui tend vers le haut, donc elle est positive. Et j'ai moins 0,75, moins j'ai 0,75 quoi, x au carré.
j'ai quoi? J'ai plus t. Parce que t tend vers le haut, donc j'ai plus t est égal à 0. Donc ce qui implique, ici on peut calculer, on peut donc tirer la valeur de t, n'est-ce pas cela? Donc t serait égal à quoi? Donc t serait égal à 0,75x au carré, n'est-ce pas? Moins 2,6. Ok, alors si vous vous rappelez bien, si vous vous rappelez, nous avons dit que, nous avons dit ceci, lorsque la charge, parce que dans le cours, au début, j'ai dit que lorsque nous avons une charge qui est égale à une constante, ici, nous avons une charge égale plutôt à une droite, ax plus b, ok, comme ce que nous avons dit dans le cours, je vais remonter pour que vous puissiez voir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque nous avons une charge ici, dans le cas d'une charge triangulaire comme ça, n'est-ce pas? Nous avons ici, la charge est une droite Q, la charge est une droite Q égale à AX plus B. Et automatiquement, la force de cisaillement est une parabole, donc une droite du deuxième degré. Et le moment est égal à quoi? Le moment est une droite du troisième degré. Donc, qu'est-ce que est une équation du troisième degré, autant pour moi? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez quoi? Que la force de cisaillement que nous avons obtenue est une droite du deuxième degré. On peut vérifier ça ici. On peut vérifier ça ici. Donc le moment que nous avons obtenu, plutôt la force de cisaillement que nous avons obtenue, est bel et bien une droite du deuxième degré, donc une parabole. Alors on va calculer, maintenant on va calculer le moment fléchissant. Le moment fléchissant, on doit avoir une équation du troisième degré. Parce que nous avons dit que lorsque Q est égal à une droite, comme dans notre cas ici, c'est une charge triangulaire, on doit trouver que T est égal à une droite du deuxième degré, une équation du deuxième degré autant pour moi, et M sera une équation du troisième degré. Donc on a trouvé T. On va maintenant trouver le moment. On va maintenant trouver le moment. On va faire la somme. Ah là là. Ok, donc on va faire la somme des moments au point O est égal à 0. Quel est le point O? Ce point-là, n'est-ce pas? Je peux revenir encore un peu en arrière pour économiser la place. Donc on va dire la somme des moments au point O est égal à 0. Alors ce qui implique, j'ai déjà MF. Donc ça, je vais appeler ça par MF1. Ok, MF1. Donc ici, j'ai MF1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un moment créé ici. Donc, ils ont la même direction. Donc, j'aurai plus... excusez mon stylo là, mais je détourne. Hein. Donc, j'ai plus 0, comment? 0,75x au carré fois quelle distance? La distance est de x sur 3. La distance est de x sur 3. Ensuite, j'ai quoi? Est-ce que j'ai une autre force? Oui, j'ai une force. J'ai la force qui est ici. D'accord? Le moment est lancé de cette manière. Donc, ils sont opposés de direction. Donc, il sera négatif. On va dire moins 2,6 fois la distance qui leur sépare qui est de x, n'est-ce pas? Ce qui implique le moment MF1 serait égal à quoi? On va calculer. Alors, 0,75 divisé par 3, ça va nous faire 0,25. Lorsqu'on va l'envoyer au deuxième membre, ça sera ici moins 0,25 x carré fois x, ça fait x au cube, n'est-ce pas cela? X au cube. Et j'aurai ici plus 2,6x. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque automatiquement que le moment, même notre moment, est du troisième degré. Donc, ça vérifie. Le moment est du troisième degré et la force de l'effort tranchant est du deuxième degré. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant venir ici, on va maintenant réaliser la deuxième coupe. La deuxième coupe sera réalisée comment? On va réaliser la deuxième coupe ici. Je mets ça en noir pour que vous puissiez bien voir. Je vais réaliser la deuxième coupe ici. Donc là, je vais noter ça ici par 2. Et quand on dit trouver l'effort tranchant, il s'agit de trouver l'effort tranchant dans tous les intervalles. D'accord? Si nous avons 3 intervalles, il faut trouver l'effort tranchant dans chaque intervalle, dans les 3 intervalles. Donc, à chaque changement de tendance, il faut trouver l'effort tranchant et aussi le moment fléchissant. Donc ici, on a trouvé entre A et B. Là, maintenant, on va trouver entre B et C. Et après, nous allons aussi trouver entre B, entre C et D. Donc, très rapidement, on va recopier le schéma. Donc, voici, j'ai recopié le schéma. D'abord, pour que ça soit clair. Maintenant, nous allons couper. OK, on est en train de couper. Attention, ici, nous avons notre point A ici. Ensuite, nous avons le point B ici, le point C ici et le point D là, quelque part. Cette fois-ci, on est en train de couper entre... On coupe comment? On coupe entre B et C. On coupe comme ça. Ça veut dire que cette partie-là sera inclue. Donc, je vais recopier le schéma. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il faut reproduire le triangle là, comme ça, puisque on n'a pas touché le triangle, bien entendu. Nous, on a simplement coupé entre B et C. C'est ce que vous voyez là. Donc, c'est ça que j'ai représenté ici.
La question est de savoir, est-ce qu'il faut représenter le triangle là comme il est? Non, on ne représente pas le triangle. Lorsqu'il faut faire des... C'est-à-dire lorsqu'on passe dans la partie calcul, s'il faut faire des calculs, on ne représente plus la charge triangulaire. La charge triangulaire, il faut toutefois la transformer en une charge ponctuelle. Ça veut dire que ici, je dois transformer cette charge-là en charge ponctuelle parce que je dois faire des calculs. Je vais passer dans la partie calcul et je dois obligatoirement la transformer en une charge ponctuelle. D'accord? Vous comprenez? Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut que cette charge, nous puissions la rendre euh, ponctuelle. Donc, pour la rendre ponctuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit simplement de calculer l'aire de ce triangle-là, c'est tout. On va calculer l'aire de ce triangle et puis on verra qu'est-ce qu'on va obtenir. Et nous allons placer la force obtenue, la force ponctuelle que nous allons obtenir au centre de gravité du triangle. Donc, l'aire du triangle, on sait que c'est égal à quoi? Je vais réécrire la formule pour vous ici. L'aire est égale à 1 demi de la base fois la hauteur. Très simple. Il s'agit de quel triangle? De ce triangle-là. Donc, je vais dire que cette aire sera égale à quoi? Je mets ici 1 demi de la base. La base, c'est combien? C'est 2. Donc, je vais dire ici 1 demi de la base fois la hauteur. La hauteur, c'est combien? C'est 3. D'accord? Donc, du coup, quand je simplifie ici, l'air, ça me donne quoi? 3 kN. OK? Ça, c'est la force que je vais prendre ici, 3 kN. Donc, cette force-là, je vais mettre ça là. Je mets ma force ici. J'aurai ici 3 kN. Donc, il ne faudrait pas confondre. Parce qu'il y a pour certains, il y a certains qui confondent, qui disent que non, mais monsieur, ici, vous avez dit qu'on ne doit pas reproduire la même force. Comment ça se fait que là, nous avons 3 et là aussi, nous avons 3? Non, non, ce n'est pas le même 3 et ce n'est pas la même chose. Donc, il faut vraiment faire très attention. D'accord? Donc ici, par hasard, nous sommes retrouvés avec la même charge qui est égale aussi à notre force. C'est un hasard, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas la même chose. Donc si vous travaillez avec cette logique de reproduire la même valeur, cette valeur qui est ici, de la reproduire, cette valeur qui est ici, vous la reproduisez ici, alors ça, je peux vous promettre que vous allez avoir des zéros. Donc, et puisque c'est un triangle, et là, nous sommes ici carrément au point G, c'est-à-dire le centre de gravité. Donc là, nous avons ici la base divisée, ici, nous avons quoi? Nous avons la base divisée par 2, et ici, nous avons 2 fois la base divisée par 2. Alors, la base divisée par 2 est égale à quoi? En fait, notre base égale à combien? Est égale à 2. Donc, c'est 2 divisé par 2. Donc ici, au lieu d'écrire la base divisée par 2, je vais directement écrire 1. D'accord? Je vais écrire 1 directement. Donc, je vais écrire ici 1 mètre. D'accord? N'est-ce pas? Non, la base divisée, oui, la base divisée par 2. Je vais écrire ici 1 mètre automatiquement. Non, la base divisée par 2, non, c'est pas la base divisée par 2, c'est la base divisée par 3. C'est-à-dire, c'est 2 divisé par 3 là. C'est pas divisé par 2, c'est 2 sur 3. Lorsqu'on fait 2 sur 3, ça donne 0, donc ici, je répète, c'est la base divisée par 3. Et là, c'est la base 2 fois la base divisée par 3. Du coup, quand je calcule la base divisée par 3, donc 2 divisé par 3, ça me fait 0,67. Donc si j'ai 0,67 mètres, et là c'est 2 fois la base divisée par 3. Donc j'ai 2 fois 2, ça fait 4 divisé par 3. 4 divisé par 3, ça fait 1,33. Donc j'ai 1, excusez-moi, ici j'ai 1,33 mètres, d'accord? Alors ceci étant, nous pouvons maintenant représenter les forces. Ici nous avons, je vais mettre ça en noir pour présenter les forces. Donc ici nous avons, là où nous avons coupé, nous avons d'abord le point O, nous avons ici T, nous avons ici NX, la force sur la normale, n'est-ce pas? Nous avons le sens du moment, je prends ce sens-là. Donc le sens du moment, je vais prendre ce sens, donc je vais appeler ça par MF2. Maintenant, nous aurons besoin des distances. Les distances, comme je l'ai dit tantôt, que nous faisons en coup par hasard, au hasard plutôt. Donc cette distance, toute la distance là, nous ne la connaissons pas. Donc je note ça ici par toute la distance là. Je dis que c'est X. Si cette distance est égale à X, alors quelle est la distance de là jusque là? Donc, c'est-à-dire à partir de cette force-là jusqu'ici, cette distance est égale à combien? Cette distance est égale à X moins combien? Je fais X moins 1,3, n'est-ce pas? X moins 1,3 et 1,33, autant pour moi. Ça me donne la distance de là, ok, jusqu'ici. D'accord. Cette fois-ci, comme ça, je peux mélanger j'ai tous les éléments possibles. Alors, je peux donc me permettre de calculer le moment. Ok. Je vais chercher le moment et je vais aussi calculer la somme de forces sur X et Y aussi. Donc, je commence. Donc, je vais dire la somme. Donc, excusez-moi mon stylo là. Donc, la somme de force sur X est égale à 0, ce qui implique que sur X, j'ai quelle force? J'ai simplement Nx. Donc, Nx est égal à 0, d'accord. Je vais faire la somme des forces sur Y est égale à 0, ce qui implique sur Y, j'ai quelle force?
Sur Y, j'ai simplement la force de cette force-là qui tend vers le haut. Donc j'ai 2,6, n'est-ce pas? Donc j'ai 2,6. Donc j'écris. C'est pas facile de travailler avec ce stylo. Donc j'ai 2,6. J'ai quoi? J'ai moins 3, cette force-là qui tend vers le bas. Et puis j'ai quoi? J'ai plus T. D'accord? Donc j'ai plus T est égal à 0. Ce qui implique T sera égal à quoi? Lorsque je calcule T, ça va nous faire 0,4, n'est-ce pas? Ça va faire 0,4. Donc quoi? 4 kg Newton. Je vais déterminer aussi le moment fléchissant. Donc je vais dire la somme de moments au point O est égale à 0. Donc ce qui implique que j'ai déjà MF. Donc voici le sens du moment. OK. Donc plus, donc j'aurai déjà MF2, n'est-ce pas? Et j'aurai plus 3, cette force-là. OK, fois quoi? Fois le bras de lever, c'est X moins. Donc j'ai X moins 1,33. Ensuite j'ai quoi? J'ai cette force-là, OK. Donc j'aurai moins, bien sûr. Donc j'aurai moins quoi? Moins 2,6. Moins 2,6. Un instant. 2,6 fois le bras de levier. Le bras de levier est de combien? Le bras de levier est de, la distance là est de x, donc est de x. Donc je vais dire x est égal à 0. Alors je peux maintenant dire que mon moment mf2 sur égal, lorsque je tire mf2, ça va me donner, quand on fait tout le calcul bien sûr, ça va donner moins 0,4x, ok, plus 4, d'accord, plus 4, ça c'est le moment mf2. Donc, on va maintenant travailler avec la troisième partie. Donc, je vais conserver le même schéma. Cette fois-ci, je vais couper ici. Ok, cette fois-ci, on va couper là. Je vous montre. Cette fois-ci, nous allons couper entre, entre C et D. D'accord? Alors, on a deux choix. On a deux choix. Soit on peut travailler avec la partie ici à gauche. Mais vous voyez que cette partie-là, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Ou bien plus simple, on peut travailler avec la partie qui est ici. De manière plus simple. Maintenant, on va travailler avec les deux parties pour que je vous montre que les deux, normalement, si vous respectez la logique, ça doit donner les mêmes résultats, c'est-à-dire le moment ainsi que le fort tranchant vont donner la même chose. On va commencer par la partie qui est à gauche, donc cette partie-là, après la coupe, je vais considérer la partie qui est à gauche. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, pour le triangle, une fois lorsqu'on va couper là, lorsqu'on va couper ici, comme je l'ai bien montré, là, une fois qu'on va couper ici, vous voyez que nous aurons le triangle, notre triangle ici, ce triangle-là, c'est-à-dire on coupe là, la partie là qui va, là je travaille avec cette partie-là, donc le triangle, j'ai expliqué qu'on ne travaille pas avec le triangle comme ça, il faut transformer la charge du triangle, cette charge-là en une charge ponctuelle, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai déjà expliqué comment faire cela. Alors, la suite, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Alors, la différence, c'est quoi? La différence, c'est ici. Ici, on avait quoi? On avait ici sinus de, je mets ça, on avait ici sinus de, on avait une charge qui était oblique. Alors, avec cette charge, quand une charge est oblique, ça veut dire qu'elle est sur l'axe des x et elle est également sur l'axe des ordonnées, donc sur l'axe des x et sur l'axe des y. Donc, cette charge, on ne peut pas la laisser comme ça. Il faut donc la situer. Il faut faire une projection de cette charge-là sur l'axe x et sur l'axe y. En faisant comment? Ici, nous avons un triangle ici. On peut construire un triangle. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque nous avons un repère comme ça c'était, on a vu ça pour ceux qui font statique avec moi. Alors, lorsqu'on a une force comme ça, alors on peut la projeter sur l'axe x, et nous pouvons aussi la projeter aussi sur l'axe y. Non, autant pour moi, excusez-moi, c'est pas comme ça. On a un repère comme ça, elle descend comme ça, notre force. On peut la projeter sur l'axe x, donc ici elle fait comme ça, et on peut aussi la projeter sur l'axe y, donc elle tend comme ça. Alors j'ai fait la même chose. La même chose comment? Nous avons besoin de déterminer la force qui est sur l'axe x et la force et la force qui est aussi sur ici la force, cette force étant vers le bas. Donc sur l'axe x, comment on fait? Nous savons que sinus de 30 est égal à quoi? Côté opposé. Côté opposé, c'est quoi? C'est 2 divisé par autant pour côté opposé, c'est quoi? Donc le côté opposé, c'est quoi? C'est la force sur ça, c'est y, et le côté adjacent, c'est ici, c'est x. Donc sinus de 30 égale à quoi? Côté opposé, donc y, c'est la force sur l'axe, c'est la force sur l'axe y. Donc on va dire fy divisé sur l'hypoténuse qui est égal à 2. Donc du coup, la force sur l'axe y est égale à 2 sinus 30. Donc automatiquement, la force sur l'axe x est égale à 2 cosinus de 30. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors je représente ces forces-là, d'accord? Du coup, on peut descendre pour voir ce qu'on a fait. Voilà. Donc sur, on est où? Donc voilà, sur Y, au même point, bien évidemment, sur Y,
nous avons 2 sinus de 30 et sur x, nous avons 2 cosinus de 30. Voilà comment on résout ce système-là. Donc, les mesures, on connaît les mesures. On sait qu'entre B et C, il y a combien de mètres? Entre B et C, c'est combien on a dit? C'est 2 mètres. Donc, je vais représenter aussi les mesures entre B et C. Attends, est-ce que c'est 2 mètres? C'est pas 1 mètre entre B et C? Oui, entre B et C, c'est 1 mètre, ça est là. Entre B et C, c'est 1 mètre. Donc, je vais représenter les 1. Et toute la distance là, j'ai dit que puisque nous coupons au hasard, donc on va appeler cette distance par x, d'accord. Si cette distance est égale à x, ça veut dire que la distance de là jusque là, comment on va appeler ça? Je parle de la distance de la force de 3 kN jusqu'ici, jusqu'au point de coupe. Cette distance, on va l'appeler par quoi? On va appeler cette distance par un instant. Donc on peut l'appeler par x moins 1 sur moins 1,33 parce que x est tout ça là. Si on enlève la partie là, et pas ça va faire x, donc ça va faire ici x moins 1,33. Ensuite, on aura aussi besoin de la distance de quoi? De cette distance-là, la force là, bien sûr. Ok, cette distance, comment on va l'appeler? On va appeler cette distance par x, x moins tout ça là. X moins tout ça là, n'est-ce pas? Alors, tout ça là est égal à quoi? Nous avons ici, on sait que entre A, ici c'était le point A, entre A et B, nous avions 2 mètres. Entre B et C, nous avons 1 mètre. Donc, on va faire x moins 3. N'est-ce pas cela? On va faire x moins 3. Donc, si on calcule si on fait la somme de forces sur x, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, la somme de force sur x est égale à 0, ce qui implique, excusez, on aura moins, on a n qui tend vers le côté négatif des abscisses, donc on aura moins n x, n'est-ce pas? Et nous avons quoi aussi? On a aussi moins 2, on a aussi moins 2 cosinus de 30 qui est égal à 0. Du coup, on peut tirer nx sur égal à quoi? Sur égal à moins 2 cosinus de 30. Donc nx est égal, lorsqu'on fait cosinus de 2, enfin 2 cosinus de 30, on trouve moins 1, donc on trouve moins 1,73, d'accord? Donc moins 1,73 kN, ça c'est nx. Après cela, on peut aussi faire la somme de force, donc la somme de force sur y est égale à 0. Donc ce qui implique, qu'est-ce que nous avons sur y? Nous avons moins 2,6, n'est-ce pas? Non, c'est pas moins, c'est plus, ok? Puisqu'elle tend vers le haut. On a moins 3, cette force-là, on a moins 3 qui est sur y. Et nous avons aussi moins 2 sinus de 30. Nous avons aussi moins 2 sinus de 30. Et nous avons aussi plus t, cette force qui est ici. L'effort tranchant plus t est égal à 0. Lorsqu'on va calculer, alors avec t, on va se retrouver. Donc t, on trouve 1,4 kN. Une fois que nous avons trouvé t, on peut calculer. Alors, on calcule aussi la somme de moments, n'est-ce pas, pour trouver le moment fléchissant. Donc, la somme de moments au point O est égale à 0, ce qui implique que nous aurons déjà MF3, n'est-ce pas, et nous aurons plus de cosinus. Donc, plus 2, on a sinus, hein. On a plus 2, on a d'abord plus 2, sinus de combien? Sinus de 30, c'est sinus de 30, mon stylo n'est pas assez précis, sinus de 30 fois le bras de levier. Le bras de levier, c'est quoi? C'est x moins 3, et nous avons moins 2 cosinus de 30 fois le bras de levier qui est égal à combien? Le bras de levier, sauf que cosinus de 30, on ne prendra pas cosinus de 30, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le bras de levier. Cette force est horizontale, donc le bras de levier doit être vertical. Or, il n'existe pas de distance verticale, ce qui fait que cette distance, on ne prendra pas ça, parce que normalement, là, on doit écrire... Parce que normalement, là, on doit écrire le bras de levier 0. Donc, si vous voulez, on peut écrire 0. Ça revient de même parce que cette force passe par le point O. Il passe par le point où nous calculons le moment. Et nous aurons quoi? Nous aurons plus 3. Nous aurons plus 3 fois la distance. C'est quoi? C'est x moins combien? Moins 1,33. Est-ce que nous avons une autre distance qu'on n'a pas prise en compte? Oui, nous avons plutôt une autre force. On a 2,6. Donc, nous avons moins 2,6 fois le bras de levier qui est égal à x. Alors, tout ça là est égal à 0. Lorsqu'on calcule le moment MF3, alors le moment MF3, on trouve moins 1,4x plus 7. D'accord? Plus 7, ça c'est la valeur du moment MF3. Donc, c'était tout pour cet exercice. Normalement, on nous demande également de tracer le diagramme, et le diagramme, c'est pas difficile. Je vous ai montré comment tracer le diagramme. Vous allez simplement, sur chaque intervalle, vous allez remplacer x par sa valeur. Si x égale à 0, vous calculez le moment. Si x égale
temps, vous calculez aussi le moment. Vous faites la même chose pour le diagramme, vous faites la même chose pour le moment fléchissant. Vous remplacez, parce que nous travaillons par intervalle, on va prendre pour tel intervalle. Si par exemple, je prends un exemple, je vais, donc je prends un exemple. Ici, nous sommes dans quel intervalle? Déjà, en parlant de ça, nous sommes dans quel intervalle? Nous sommes dans l'intervalle, on a un instant, je vais remonter un peu, je vais remonter. Alors, ici, nous sommes dans quel intervalle? Là, nous avons ici 2, nous avons ici 3. OK. Donc, nous sommes dans l'intervalle de 3, je dis 3, j'écris 5, donc de 3 inférieur à x inférieur à 5. Et les valeurs de, donc 3 inférieur, donc nous sommes dans 3 inférieur à x inférieur à 5, bien évidemment. Les valeurs de t, on a trouvé combien? T, Dieu merci, nous avons trouvé t égale à une constante. C'est tout à fait normal que t soit égal à une constante. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cet intervalle entre c et d. Entre c et d, qu'est-ce qui se passe? Entre c et d, nous voyons clairement que nous avons une charge nulle. Donc t est égal à une constante. Puisque t est égal à une constante, ça veut dire que le moment sera égal à une droite du premier degré. Donc une droite en fait. Et observons qu'est-ce qu'on a trouvé pour le moment. Oui, justement, le moment, on a trouvé une droite. On a trouvé une droite ici, qui est égale à moins 0,4x plus 4. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la partie CD. Nous sommes dans la partie CD et dans cette partie-là, il est tout à fait clair que ici, on n'a pas de charge, n'est-ce pas? On n'a pas de charge. Donc, ce qui fait que nous puissions avoir un moment qui est égal à une droite, donc ax plus p. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour représenter le moment? Par exemple, ici, nous sommes dans l'intervalle de 3 inférieur à x inférieur à 5. On va remplacer si x est égal à 3. OK, on va remplacer la valeur ici. On va calculer le moment pour x égal à 3. On va prendre pour x égal à 5. On calcule ici le moment ici. Et on va faire ça pour tous les intervalles. Et on va faire ça aussi pour les efforts tranchants. Une fois on a fait tout ça là, vous faites comme je vous expliquais tout à l'heure, vous faites un repère et on trace finalement notre diagramme. Alors, je voulais vous démontrer que au lieu de travailler avec la partie à gauche, cette partie où vous avez justement beaucoup de travail, il est aussi possible de travailler avec la partie qui est à droite. Alors, très vite, je vous explique comment faire. Comment on peut faire ça à travers la deuxième partie, c'est-à-dire lorsqu'on coupe, je vais prendre la partie qui est à droite, regardez ce qu'on va faire, et d'ailleurs c'est beaucoup plus rapide. Notre schéma est comme ça, moi on a coupé entre C et D, lorsque je coupe entre C et D, cette fois-ci je vais travailler avec la partie qui est ici. D'accord. Regardez maintenant qu'est-ce que mon schéma, que va devenir mon schéma. Mon schéma va devenir ceci, donc j'ai le point D, j'ai D, donc je fais ça. Donc on a le point D comme ça, attendez, voilà, on a D ici. Euh, ok, donc nous aurons un truc de ce genre. On a coupé ici, quand on coupe là, je vais travailler avec D, la partie qui est au-dessus du côté qui est à droite. Et là, on nous avait donné quoi? On nous avait donné des réactions ici, n'est-ce pas? On avait des réactions. Et ici, la réaction, on nous avait donné combien? On peut vérifier ça hein, tout à l'heure. On avait une réaction de combien dans l'énoncé? Une réaction, voilà, ici de 1,4 en bas et ici de 1,73. Donc là, c'est au point D. Au point D. Donc je fais ici, on a 1,4 kN et ici nous avons 1,73 kN. D'accord. Puisque j'ai pris la partie à gauche, je vais prendre le contraire du moment. Donc ici, mon moment, il va faire ça. D'accord. Ici, j'aurai maintenant M, F3. OK. Et ici, T, il va tendre vers le bas. Parce que j'ai pris le contraire. Avant, je prenais la partie à droite. Et quand je prenais la partie à droite, mon moment était comme ça. Il faisait ça pour montrer que plutôt je prenais la partie à gauche. Mon moment, je le prenais de cette manière-là. Et T, je le prenais vers le haut. Maintenant que j'ai pris le contraire, ça veut dire que je dois aussi changer aussi tout ça là. Les directions, je dois changer les directions. Ensuite, qu'est-ce qui va encore changer? Attention, on avait une distance. La distance, on avait un schéma de ce genre-là. Je vais reprendre mon schéma comme ça. On avait un schéma de ce genre, un truc de ce genre. Je peux descendre encore un tout petit peu en bas. Ça, je vous montre pour que vous puissiez avoir le choix de travailler avec la méthode que vous trouvez plus rapide. Ok, on avait un truc de ce genre et on avait ceci et on avait ceci. D'accord. Là, on avait 2, là, on avait 1, je crois, et là, on avait 2 mètres, n'est-ce pas? 1 mètre ici, on avait 2 mètres. Ensuite, donc, on sait que toutes ces distances-là, lorsqu'on a coupé ici, puisqu'on a coupé au hasard, la distance là, moi, je vais appeler cette distance par quoi? Par x. Or, je sais que toute la distance là, je sais que toute la distance de mon truc là est égale à combien? Toute la distance, euh,
Or, je sais que toute la distance de mon schéma est égale à combien? Est égale à 2 plus 1 plus 2, ça fait combien? Ça fait 5. Donc, si cette distance-là est égale à x, là, ça là, si là, à partir de là jusqu'ici, c'est x, ça veut dire que la distance qui reste, c'est quoi? Cette distance, c'est 5. Cette distance, c'est 5. Un instant, c'est 5 moins x, n'est-ce pas cela? Voilà, donc la partie qui est à gauche et qui est à droite ici, cette distance, c'est 5 moins x, c'est ce que ça veut dire. Donc, on vient de trouver la distance qui est à droite de notre schéma après avoir coupé. Donc, je vais monter, c'est ça que je vais écrire ici. On va écrire ça, bien évidemment. Donc, ici, nous avons 5 moins x, cette distance-là. Je mets ça en parenthèse. Alors, si je calcule, je vais calculer la somme de moments. Alors, je vais... Oh, Seigneur. Donc, n'oubliez pas que quand je coupe, là aussi, quand je coupe, je vais mettre ici, j'ai la force normale là. Je dois mettre ma force normale, n'est-ce pas? Il faut que je mette ma force. Maintenant, la force normale, remarquez bien. La force normale, nous, on prenait, quand on travaillait avec la partie à gauche, comme ça là, la force, quand on travaillait comme ça, c'est-à-dire après avoir coupé, on travaillait avec la partie qui était ici, la force normale, on la prenait de ce sens-là comme ça. Ici, puisqu'on a pris le contraire, la force normale va être comme ça. On va prendre aussi le contraire. C'est ce que ça veut dire, puisqu'on prend le contraire. On travaille avec la partie qui est A de l'autre côté pour avoir au moins de travail. Donc, du coup, ici, justement, ma force normale ne va plus faire ça. Ma force normale va faire ceci. Donc, voilà, ici, j'aurai Nx. Donc, je vais faire la somme de force sur x est égal à 0. Ce qui implique que j'aurai quoi? Cette force-là tend ici, donc elle est négative, n'est-ce pas? Elle sera négative. Bon, pour la force normale, on peut la laisser de l'autre côté comme elle était. On peut la laisser de l'autre côté comme elle était. Ça ne cause aucun problème. Ça va causer aucun problème. C'est juste le sens qui va... de toutes les façons, les sens aussi dépendent aussi des signes. Donc, on va mettre ici nx, il n'y a aucun problème. On peut laisser ça comme ça. La plupart des cas, on peut aussi prendre le contraire puisqu'on a changé de côté, mais ça ne fait aucune différence. En fait, on peut trouver la force là-bas positive et on peut trouver aussi la force négative. La différence se trouve dans le sens que nous avions choisi. Donc, si je fais la somme de force sur x est égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette force tend comme ça là, nx, donc on aura ici nx, n'est-ce pas? Cette force tend comme ça, donc on aura moins, n'est-ce pas? On aura ici moins quoi? 1,73 est égal à 0, on n'a pas d'autre force. Donc ici, nx est égal à combien? Est égal à 1,73. Vous voyez que si nx, on trouve 1,73. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, on peut laisser cette force-là comme ça là. Il n'y a pas de problème, la différence se trouve dans le sens que nous choisissons. Maintenant, si vous appliquez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire si on dit qu'on va prendre aussi la force, attention, pour le moment, obligatoirement, il faut prendre le moment opposé. Le moment, il faut prendre le moment du sens opposé que ce que, parce que je change de côté. Je ne travaille plus avec le côté qui est à gauche, je travaille avec le côté qui est à droite. Donc, le calcul du moment, je dois prendre le sens opposé. Tout comme aussi la force, je peux dire que cette fois-ci, je vais considérer, je vais dire que je vais considérer, je vais travailler avec ma force, je vais prendre le sens opposé du sens que j'avais pris dans l'autre côté, parce que j'ai changé le sens, c'est-à-dire je ne travaille plus avec la partie qui est à gauche, je travaille maintenant avec la partie qui est à droite. Finalement, je vais changer tous les sens. C'est comme ça. Donc, du coup, la somme de force x égale à 0. Donc, ici, j'aurai quoi? J'aurai moins nx, parce qu'elle tend vers la gauche, moins nx, et puis donc vers la gauche. Et ensuite, on aura quoi? Cette force qui tend comme ça aussi vers la gauche. Et on aura aussi moins 1,60, c'est ça, 73 est égal à 0. Si on tire nx, on va trouver combien? Moins 1,73 kN. Là, obligatoirement, on trouve ça parce que, pourquoi? Parce qu'on a respecté le sens, on a pris le sens opposé. Mais la personne qui prend aussi le même sens, ce n'est pas faux. C'est la différence se trouve dans le sens que la personne a indiqué dans son schéma. D'accord? Alors, je peux calculer aussi la somme de force sur y est égale à 0. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai sur y? Sur y, j'ai moins t, puisque ça descend vers le bas. J'ai moins t et j'ai plus 1,4. Cette force-là qui tend vers le haut. 1,4. Donc, j'ai plus 1,4 est égal à 0. Donc, ce qui implique t est égal à moins 1,4 kN. T, on avait trouvé combien? On va vérifier. Oui, T, on avait trouvé 1, c'est ça? T, on avait trouvé 1,4. Attends, je vais vérifier le calcul. Oui, T. Ok. Donc, T, on trouve aussi moins 1,4. On peut calculer aussi le moment. On va faire la somme. Donc, la différence de signe se pose dans le sens que vous choisissez. La somme de moments au point O est égale à 0, ce qui implique, qu'est-ce que nous aurons? On aura ici moins
MF3, parce que le sens du moment positif, c'est ça, n'est-ce pas? MF3, on aura moins MF3, et puis on aura plus 1,4, parenthèse de quoi? De 5 moins X. 1,4 de 5 moins X. Est-ce qu'on a encore autre chose? Ça, là, on ne prendra pas ça en compte parce que ça va s'annuler. Il passe par le point de l'autre là. Donc, est égal à 0. Du coup, lorsqu'on tire MF3, donc le moment, on trouve directement 1,4x plus, non, moins 7, n'est-ce pas? Non, moins 1,4, on trouve moins 1,4x, ok, parce que, voilà, plus 7. Donc, vous voyez que le moment, automatiquement, on détermine le même sens. Le moment, ici, on avait trouvé combien? Le moment, on avait trouvé moins 1,4 plus 7, et là aussi, on a trouvé moins 1,4 plus 7. Donc, ça, c'est un moyen beaucoup plus rapide de pouvoir, surtout lorsque nous avons beaucoup de force à prendre en compte, des fois, ça peut embrouiller. Donc, c'est un moyen beaucoup plus simple aussi qu'on peut prendre pour déterminer le moment. Alors, très vite, on va faire un résumé pour ce qu'on va faire prochainement. Alors, nous allons déterminer les limites sur les poutres, d'accord? Limites sur les poutres. Alors, on va dire ici, limites sur les... Sur... Donc, avant de parler des limites, nous allons parler d'abord de la pente. Ok, on va parler du déplacement. On va parler du déplacement. Donc, ici. Alors, la formule, le déplacement et la pente. La formule générale que nous allons utiliser pour déduire le déplacement et la pente, nous allons dire ceci, que y séquent, ok, est égal au moment, donc le moment x. Attention, c'est un chapitre très important parce que avec ça, nous allons résoudre plein d'exercices et c'est autour de ça que les exercices ou encore les examens tournent. Et cette méthode, c'est la méthode d'intégration directe. Nous allons développer cette méthode dans les prochaines vidéos, mais la première des choses à connaître, c'est ça, y séquent est égal à mx divisé sur ei. Alors, nous allons partir de cette formule-là pour faire plein de choses, vraiment des choses. Donc, j'encadre cette relation. Donc, voici avec mx, c'est quoi? Mx, c'est le moment fléchissant et E, c'est quoi? C'est le module de Young. Le module de Young, c'est une constante. Il sera donné dans les exercices. Et I, donc grand I, c'est le moment d'inertie. Le moment d'inertie, il change en fonction de... Et généralement, dans les exercices, le moment d'inertie est donné. Mais il y aura des exercices où vous n'aurez pas besoin qu'on vous donne le moment d'inertie. On pourra vous donner un schéma à côté, par exemple, un truc de ce genre-là. Ici, l'axe Y, Y', ici l'axe X', donc on a XX'. Alors, on vous donne par exemple ici, la base ici est égale à 2, ou bien on vous dit simplement que là c'est la base, là c'est la hauteur. Donc, au bout de vous-même, vous pouvez trouver le moment d'inertie en disant que I est égal à 1 sur 12 de BH au cube, n'est-ce pas? Donc, mais généralement, il sera donné dans les exercices. Nous allons traiter les exercices ici où le moment d'inertie sera déjà donné. Alors, comment nous allons déterminer la pente? Donc, la pente, c'est l'intégrale. Donc, la pente, ou encore en turc eğim, nous allons déterminer la pente en faisant simplement une intégration. Donc, la pente, on va appeler la pente par y'. Donc, on va dire ceci que, on va dire que y' est égal à l'intégrale, donc intégrale de y séquent d de x, y séquent d de x, parce que y séquent est une fonction qui est en fonction de x. Enfin, il sera en fonction de m. Donc, du coup, ça donne quoi? Ça donne intégrale de mx divisé par ei. Donc, c'est ça qui fait 1 sur ei intégrale de... Oh, excusez-moi, j'ai oublié de mettre d de x. Alors, ça va donner 1 sur ei intégrale de mx parce que mx sera une fonction. Donc, voilà comment on détermine la pente. Ça, c'est la pente. Alors, on va aussi écrire le déplacement. D'accord? Le déplacement. Donc, je vais noter le déplacement par... Je note le déplacement par grand 2, que je vais appeler ici par RI. D'accord? Donc, en français, déplacement. Donc, le déplacement,
Le déplacement, on va, la pente, j'oubliais aussi, la pente, y séquent, nous allons aussi l'appeler par quoi? Nous allons aussi l'appeler par, nous allons tout de même l'appeler aussi par θ, d'accord? Par θ, c'est la même chose. Nous allons ensuite déterminer le déplacement. Donc le déplacement, on va l'appeler beaucoup plus, on va beaucoup plus l'appeler par y. Donc notre y ici, notre y est surégal à quoi? À 2 fois intégrale de y séquent d de x, c'est-à-dire intégrale de y prime d de x, et qui serait égal à quoi? On connaît déjà y prime, à quoi est égal à y prime, ou on peut dire aussi il est égal à 2 fois intégrale du moment. Donc, EI peut sortir, n'est-ce pas? 1 sur EI, il peut sortir double intégrale du moment de x d de x. Alors, voilà comment nous, on va déterminer le déplacement. D'accord. Alors, on va voir le comportement des poutres ou le comportement des déformations. Comportement des poutres, ou disons les conditions limites. Parlons plutôt des conditions limites. Alors, je considère une poutre comme ça. Si nous avons cette poutre, la déformée, elle va se comporter de cette manière. Voici la déformée. Et si nous avons l'angle θ, et là aussi nous avons l'angle θ, je peux dire que là nous avons θ1 et là nous avons θ2. D'accord? Quelles sont les conditions limites? Je vais dire que cette poutre a pour distance, donc je vais prendre la longueur de la poutre, je vais dire que c'est L. D'accord? Et si je vais dire que j'ai la distance L sur 2, et là j'ai la distance L sur 2. Quelles sont les conditions limites possibles? Si x est égal à 0, alors y aussi serait égal à 0. Y c'est quoi? Y c'est le déplacement. Donc le déplacement, il est quelque part là. Donc je mets mon y. Alors si x est égal à 0, y est égal à 0. Et si x est égal, donc là c'est le déplacement max, je vais dire déplacement max. Si x, oh là là, déplacement max. Alors si x est égal aussi à L, y serait égal aussi à 0. N'est-ce pas cela? Y serait égal à 0. Mais ici, il faut noter que, on va noter ici, y prime différent de 0, et là aussi, y prime différent de 0. Parce que y prime, on a dit que c'est l'angle, ok, c'est la pente, donc la pente existe. Maintenant, si on prend le cas, si x est égal à L sur 2, donc ici, on va dire que y sur égal à y max, tout simplement. Y sur égal à y max. Lorsque je suis à x égale à x sur 2, c'est-à-dire je suis ici, d'accord, quelle est la valeur de y sur égal à ça, y sur égal à y max, d'accord. Nous pouvons aussi avoir d'autres formes de poutres, un exemple. Alors, je vais considérer une poutre, je considère, qu'est-ce que je peux bien donner? Alors, je considère une poutre comme ça, encastrée. Ok, je considère une poutre encastrée ici. D'accord. Alors là, nous avons tout ça là. On va dire que nous avons la distance L de la poutre. Et là, nous avons une force qui est appliquée. Je vais dire la force F. D'accord. Quel sera le déplacement ou la déformée? Alors, cette poutre va se déformer comme ça. Cette poutre va se déformer de cette manière. C'est un peu trop tortueux. Elle va se déformer de cette manière. D'accord. Alors, ici, nous avons le déplacement max. Donc, on a ici Y max tout simplement. Donc, quelles sont les conditions limites ici? Si x est égal à 0, si x égale à 0, alors notre y sur égal à 0, mais par contre θ est différent de 0 parce que nous avons l'angle. Si x est égal à L, ici automatiquement y sera différent de 0 parce que lorsque x égale à L, nous sommes ici et à la distance x égale à L, nous avons un déplacement là qui s'est formé là. Donc notre x sera automatiquement différent de 0. Alors pour les conditions limites, nous allons pas prendre beaucoup de temps sur ça, on va voir ça dans les exercices, à quoi ça ressemble. Donc voilà un peu. Je vais donner un exemple pour que ça soit clair. Alors un exemple, nous avons par exemple une poutre, je prends une poutre comme ça, je prends une poutre comme ça, une poutre comme ça. Alors ici, on me dit que j'ai par exemple la longueur L, telle que L égale à 4 mètres. D'accord? Ici, j'ai des réactions. Je vais dire ici, là j'ai
Bon, un instant, je vais considérer que j'ai un appui, bien j'ai un appui simple ici, d'accord. Là, je vais considérer un appui simple. Donc, ici, j'ai le point A, là, j'ai le point B. Alors, ici, donc, j'aurai A, Y, et là, j'aurai A, X, n'est-ce pas? Et ici, j'aurai simplement B, Y. J'ai une force qui est appliquée ici à L sur 2, et là aussi, j'ai L sur 2, et cette force est égale à, par exemple, à 5 kN. On me demande de trouver quoi? On me demande de trouver le déplacement. Qu'est-ce que je fais? Il faut d'abord déterminer d'abord le moment. Comment faire pour trouver le moment? Je vais couper cette poudre-là au milieu. Mais avant de couper la poudre au milieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord déterminer d'abord les réactions aux appuis. Mais généralement, ici, je vous rappelle que généralement les réactions, parce que c'est une poutre symétrique, c'est-à-dire A est égal à B automatiquement. En fait, A serait égal à AY serait égal à 5 divisé par 2. Ça, je vous le dis déjà. Je vais dire ici GF, ok? Je vais dire F. Donc, A sera normalement égal à F sur 2 parce que c'est une poutre symétrique, mais on peut aller pour voir ça dans les profondeurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la somme. Donc, on va dire la somme de force sur X est égale à 0, ce qui implique que qu'est-ce qu'on aura? AX est égal à 0. On va faire la somme de moments au point. On peut prendre la somme de moments au point B. La somme de moments au point B est égale à 0. Voici le sens du moment, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai, donc, ce qui implique, j'aurai moins AY fois le bras de levier qui serait égal à L, n'est-ce pas? Qui serait égal à L, et puis j'aurai plus F fois le bras de levier, donc L est divisé par 2, qui serait égal à 0. Donc, du coup, on peut tirer AY. Donc, du coup, on va dire que AY serait égal à quoi? Serait égal, les L vont se simplifier déjà, donc AY serait égal à F divisé par 2. C'est bien ce que je disais. Alors, on peut faire aussi, on avait dit que ici, comme c'est une poutre symétrique, AY serait égal à BY. On fait la somme de force sur Y est égal à 0. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai AY et j'ai aussi plus, non, moins F, excusez. J'ai AY parce que moins F, L200. F200, non. AY, j'ai moins F plus BY est égal à 0. Ce qui implique quoi? On connaît déjà AY, donc ce qui implique BY serait égal à quoi? Serait égal à F moins AY. AY égale à F divisé par 2. Et quand je calcule, ça me fait toujours F divisé par 2. Donc, qu'est-ce que je remarque en fin de compte? Alors, je remarque que AY est égal à BY est égal à F divisé par 2. Donc, je peux remplacer AY par et BY par F divisé par 2. Donc, je fais ceci. Voici, je trace ma nouvelle poutre. Donc, j'ai ça. Donc, ici, AY, on a dit, est égal à F divisé par 2. Et là aussi, BY aussi est égal aussi à F divisé par 2. Et cette distance-là, on a dit que est égale à L. L égale à combien? J'ai pris L égale à combien? L égale à 4 mètres. Donc, j'ai supposé, enfin, c'est juste un exemple, hein, j'ai supposé quoi? L égale à 4, L égale à 4 mètres. Et j'ai supposé ici une force F. F est égal à quoi? À 5 kN, j'avais pris. Alors, quand on a fait ça, il faut maintenant faire une coupe. Comment on va faire la coupe? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais venir couper ici au hasard. Normalement, ici, nous aurons deux coupes. On va couper, donc là, je vais supposer, ici, on avait le point. Donc là, on avait le point A et là, on avait le point B. Donc ici, là où il y a la force, je vais supposer le point. Je vais donc supposer le point C. Donc quand je vais couper entre A et C, qu'est-ce qui va me rester? Alors, il va me rester ceci. Il me reste ici GF divisé par 2. Là même, j'en ai pris trop. Et je fais ça. Je prends le moment de ce côté. Donc j'ai M F1. Donc ici, je vais prendre ici T qui est comme ça, le point 0. Donc je vais faire la somme de, là c'est distance, je ne connais pas ça. Donc cette distance, je vais l'appeler par X. Donc remarquez que ici, le moment serait égal à une droite une équation du premier degré parce que nous avons une poutre avec une charge égale à 0, Q égale à 0. Alors si on calcule le moment, qu'est-ce qu'on va trouver? Le moment, donc la somme de moment au point O est égale à 0, ce qui implique qu'on aura moins F sur 2 fois X qui est le bras de levier et plus MF1 est égal à 0. Donc du coup, le moment MF1 est égal à quoi? Est égal à F sur 2 divisé par 1. À F sur 2 divisé par 1. Non, à F sur 2 fois X. D'accord, ça c'est le moment MF1. D'accord. On peut aussi,
À partir de ce moment-là, on peut maintenant déterminer le déplacement. Oui, on peut déterminer le déplacement. Comment on va faire pour déterminer le déplacement? Alors, nous avons dit ceci que y séquent est égal à mx divisé par ei. N'est-ce pas cela? Donc, ce qui implique que y séquent sera égal à mx égal à quoi? Égal à fx sur 2. Donc, on aura ici f divisé par 2 ei fois x, n'est-ce pas? Alors, on va déterminer la pente. Comment on fait pour déterminer la pente? On avait dit que la pente, c'est quoi? On avait dit que la pente, c'est y prime qui est égal à quoi? Qui est égal à l'intégrale de quoi? De y séquent d de x, ok? Donc, on va dire ça sera égal à l'intégrale y séquent est égal à quoi? Est égal à f divisé par 2 ei fois x d de x. Donc, sera égal à quoi? F peut sortir. Donc, on aura ici f qui va sortir divisé par 2 ei, n'est-ce pas cela? Et il va nous rester intégral de quoi? De x, intégral de x d de x, n'est-ce pas? Donc, du coup, ça va me faire quoi? Du coup, notre pente y' sera égale à quoi? À f divisé par 2 e i. Et là, on aura parenthèse de quoi? De 1 demi de x au carré plus c1. Voici la pente de cette poutre-là. On peut aussi nous demander encore de déterminer aussi quoi? De déterminer le déplacement. Comment on fait pour trouver le déplacement? On va dire que y' est égal à l'intégrale de y, plutôt le déplacement c'est y simple. Donc y simple sera égal à l'intégrale de y' d de x. Donc ça sera égal à quoi? Intégrale de e divisé par 2 ei parenthèse, on a quoi? 1 sur 2 et on a x carré plus c1. Donc du coup, cette intégrale va donner quoi? On aura, là excusez, hein, là c'est f, c'est pas e, c'est f. Donc du coup ici on aura ici f divisé par 2 ei, n'est-ce pas? Intégrale de quoi? De 1 sur 2 x au carré plus c1, n'est-ce pas? Et nous avons ici d de x. Là j'ai oublié. Là ici, j'ai oublié d de x. Ok. Donc en fin de compte, y sera égal à quoi? À f divisé par 2 ei. Et ici on aura quoi? On aura, là on aura 1 sur 2 fois quoi? Fois 1 sur 3 x au cube. Ok. Plus xc1, n'est-ce pas? Plus c2. Plus c2 ici. Donc j'ai juste écrit la primitive quoi. Donc y simple sera égal à f divisé par 2 ei. Ici on a quoi? On a 1 sur 6 x au cube plus x c1 plus c2. D'accord? Plus c2. Alors voici le déplacement de cette poutre là. Alors de la même manière qu'on a fait pour la première partie, cette première partie, celle-là, cette première, comment je vais noter ça? Oui, cette première partie ici, voilà, ici, on fait aussi de la même manière, on viendra maintenant couper là. On viendra couper ici et on étudie également le déplacement. Mais quand on viendra couper là, on a le choix, soit on peut simplement prendre la partie qui est là. On peut aussi essayer de faire ça tout à l'heure, tout de suite là même, pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Nous savons qu'on a une poutre comme ça, si on coupe, on a une poutre comme ça. Nous avons ici, on avait aussi quoi? On avait aussi f sur 2, n'est-ce pas? Et on a coupé comme ça. On va prendre la partie directement qui est à gauche. Donc nous avons ici MF2. Alors la distance là, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à L. Ça serait égal à L. Attends. Donc la distance là, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à L moins X, n'est-ce pas? Comme ce que nous avons démontré récemment là. Ça serait égal à L moins X. C'est la même chose. Donc du coup, ici, je vais écrire ici G L moins X. N'est-ce pas cela? Ici G O, G T comme ça là, n'est-ce pas? Donc je vais faire, moi c'est le moment qui m'intéresse, la somme des moments au point O est égale à 0. Ce qui implique, donc j'aurai déjà moins MF2, n'est-ce pas? Moins MF2 et j'aurai ici plus F sur 2, n'est-ce pas? Fois le bras de levier qui est égal à quoi? Qui est égal à L moins X, qui est le bras de levier. Donc du coup, MF2 sera égal à quoi? MF2 sera égal à F demi, parenthèse de L moins X. Ça c'est l'autre là. Et on détermine ça, du coup on peut écrire automatiquement Y séquent sera égal à quoi? Il sera égal à F divisé par 2 EI
parenthèse de quoi? De L moins X, tout simplement, ok? On peut déterminer aussi, rapidement, on peut déterminer Y, donc la pente. La pente serait égale à quoi? Ça serait égal à F divisé par 2EI. On va simplement donner la primitive de ça. La primitive de ça, ça serait égal à quoi? Alors, on aura ici L, X, moins 1 demi de X au carré plus C1. On peut déterminer aussi le déplacement qui serait égal à quoi? À F divisé par 2 EI, parenthèse, et on a quoi? On aura L fois 1 demi de X au carré, moins 1 sur 6, X au cube, plus X, C1 plus C2. On donne simplement la primitive de ça, et ça, c'est le déplacement. Ça, c'est Y, on va appeler ça par Y2, Y'2, et l'autre, là, on va l'appeler ici par Y simple 2, et là, on va l'appeler par Y, et plutôt Y simple 1, et là, on va l'appeler par Y simple 2. Maintenant, à partir de ce moment-là, on va appliquer les conditions limites pour déterminer les constantes. Pardon, autant pour moi, ici, on ne va plus parler de... Donc, ici, on va mettre C1', d'accord? C1', ou bien, le mieux serait de mettre, pour différencier les constantes, parce qu'il ne faudrait pas que se confondent, ici, le mieux serait de mettre C3, et ici, on met ici, donc on a C3 ici, on met ici C3, et on met ici C4, voilà, pour que nous puissions faire la différence des constantes. Alors, très simple, prochainement, nous allons aborder l'application sur les conditions limites avec les poutres. Nous verrons d'ailleurs, Dieu voulant, je vais continuer cet exemple assez simple que j'ai donné et nous passerons à la résolution des exercices. Merci d'avoir suivi la vidéo, je vous remercie et on se dit à très bientôt.